et se rester au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Josiane Mouzaneza. Fabrice Ndimurukundo et Mestive Niyungeko assurent la mise en onde. Bonsoir et bienvenue, chers fidèles de la RPA, au magazine Humura Burundi de ce vendredi 24 juillet 2020, dont voici les principales articulations. Benjamin William Kappa, ancien facilitateur dans les conflits inter-burundais, n'est plus. Dans ce magazine, nous reviendrons sur le rôle joué par cet ancien chef d'État tanzanien, ainsi que sur les obstacles auxquels il a fait face au cours de sa mission. Les dirigeants de la composante ethnique Twa s'inscrivent en faux contre la CENI qu'ils jugent partiale. C'est en rapport avec les cooptations qui auraient été faites par cette institution du pays en violation de la législation électorale. Dans ce magazine, nous vous parlerons également de la persécution dont continuent à faire face les réfugiés burundais vivant en Tanzanie et plus particulièrement les commerçants dans le but de les contraindre à se rapatrier. Voilà pour le sommaire. Dans quelques poussières de secondes, le développement de ces titres. Encore une fois, bienvenue. Débutons ce magazine par cette page sécuritaire où les mécanismes régionaux africains doivent se saisir dans l'urgence du conflit burundo-rwandais avant qu'il soit trop tard. C'est du moins l'avis du chercheur français Mathieu Boloki, après que des groupes armés rwandais s'observent sur le territoire burundais. Pour M. Boloki, il est temps que le slogan des solutions africaines aux problèmes africains soit une réalité. Suivez. Il est nécessaire que les mécanismes régionaux existants, que ce soit l'East African Community, la CIRGL ou l'Union africaine, s'emparent de cette question, de ce conflit qui se dessine entre le Burundi et le Rwanda, car il en va de l'avenir de cette région et de ces pays qui ont déjà beaucoup trop souffert et qui continuent pour certains de souffrir des conséquences des conflits du passé. Il en va de leur crédibilité en tant qu'organismes régionaux et internationaux. L'idée de faire en sorte que le slogan que des solutions africaines aux problèmes africains soit une réalité, il est là l'enjeu de la situation actuelle. Il est nécessaire d'asseoir tout le monde autour d'une table, de poser les questions, de vider les questions qui posent problème entre le Burundi et le Rwanda, mais à cette table, il faut y associer aussi la République démocratique du Congo, l'Ouganda et la Tanzanie, qui sont des parties prenantes plus ou moins directe à la situation actuelle. Enfin, surtout, la situation interne au Burundi est évidemment une des clés pour une solution à cette tension entre les deux pays, et une ouverture politique, un retour vers une situation un peu plus proche de celle d'avant 2015 et vers une situation normalisée avec une réouverture des médias, une refonte de la gouvernance et une réflexion sur le système de sécurité nationale qui ne donne pas confiance est urgente pour faciliter le retour de tous les réfugiés qui sont aujourd'hui en dehors du Burundi. Surtout que tous les acteurs puissent réfléchir ensemble et de concert au bien commun et à l'avenir du pays. Si le Burundi va mieux, la région ira mieux elle aussi. Si le Burundi va mal, la région continuera d'avoir des risques importants. Pour ce chercheur français qui a travaillé sur la région des Grands Lacs, ce conflit peut causer une autre tragédie humaine dans cette région fragilisée par des idéologies génocidaires, dont le drame le plus récent est le génocide des Tutsis du Rwanda, encore une fois. Mathieu Boloki. Ni le Burundi ni le Rwanda n'ont intérêt à ouvrir officiellement les hostilités entre des armées aguerries, et tant que la situation restera celle de groupes armés dont il est difficile de connaître la taille et le poids militaire réel, c'est une situation de conflit de basse intensité qui se dessine. Je dis bien cependant, si la désescalade n'est pas rapidement enclenchée, on n'est jamais à l'abri d'une goutte d'eau, entre guillemets, on ne sait pas ce que ça pourrait être, qui ferait basculer la situation en conflit ouvert et qui aurait des conséquences
conséquences désastreuses, tant pour le Burundi, mais aussi pour le Rwanda, qui aurait beaucoup à perdre, vu que la maîtrise de la sécurité sur son territoire est un atout majeur pour son modèle de développement. Pour le Burundi, la situation elle est un peu différente. Le pays est déjà exsangue des années de gestion du CNDD-FDD, et les perspectives positives sont malheureusement très hypothétiques et dépendantes de la capacité du système mis en place de se transformer maintenant que feu le président Nkurunziza est décédé et qu'Evariste Ndayishimiye est en place, même si les premiers signaux envoyés ne vont pas vers un assouplissement du pouvoir. Sur la question de l'idéologie génocidaire sous-jacente derrière toute cette situation, d'abord il faut rappeler ici qu'on est dans une région qui est profondément marquée par les crimes abominables qui ont été commis depuis plus de 50 ans sur la base ethnique, avec évidemment le spectre génocide contre les Tutsis du Rwanda. Lorsque Bujumbura d'abord, puis Gitega ensuite cible Kigali, le Rwanda ou les Rwandais, on sait qu'implicitement ce sont les Tutsis qui sont ciblés. Mathieu Boloki était au micro de notre consoeur Inès Gakidza de la sécurité. Passons à la page justice, où 19 policiers ont été révoqués et 4 administratifs à la base démis de leurs fonctions car accusés d'implication dans des dossiers de corruption et de malversation des biens publics. Déclaration du porte-parole de la police dans une conférence de presse animée ce vendredi. Pierre Moulikié a également précisé qu'ils sont tous entre les mains de la police. C'est le point avec Eloge Divin Remecha. Les 19 policiers ainsi que les administratifs qui sont dans les mains de la police sont entre autres accusés de vol à main armée, de corruption et de malversation. Les agents de la police de roulage qui demandent des rançons aux transporteurs à vélo n'ont pas échappé à cette chasse. Plusieurs policiers viennent d'être appréhendés et sont immédiatement révoqués. Il y a d'abord des policiers et civils qui ont commis les différents forfaits dont la corruption, ici à la mairie de Bujumbura, qui sont au nombre de 13. Ils commettent ces forfaits en complicité avec des civils. Maintenant, il n'y a plus de tolérance. Parce que la plupart des infractions qui ont été commises par ces policiers, ces administratifs, constituent en même temps des fautes disciplinaires, pour lesquelles des dossiers disciplinaires ont été immédiatement ouverts et clôturés, aboutissant à la révocation de ces auteurs. Et poursuit Pierre Moulikié, porte-parole de la police burundaise, en plus des 13 personnes, dont des agents policiers et des administratifs, qui rançonnent des Burundais qui proviennent de la Tanzanie via la province de Makamba. 2 autres présumés, dont un militaire, sont également sous enquête. Une première bande de malfaiteurs a été démantelée à Makamba. On vous avait précisé que l'enquête allait continuer et elle a effectivement continué. Au moment où je vous parle, il y a eu d'autres personnes qui ont été appréhendées faisant partie de cette bande. Il s'agit d'un militaire, un caporal-chef et un civil. Sur 6 pays de la communauté de l'Afrique de l'Est, le Burundi vient à la 5e place avant le Soudan du Sud dans la lutte contre la corruption. Au niveau mondial, le Burundi vient à la 59e place sur 75 pays qui ont fait objet d'enquête par l'organisation International Crisis Group. L'une des causes qui freinent l'éradication de ce fléau est que seuls sont sanctionnés les petits corrupteurs alors que les gros poissons ne sont jamais inquiétés. Merci à toi, Eloge Divin Remecha. La justice, c'est aussi la détention depuis 9 mois et 2 jours des 4 journalistes du groupe de presse Iwachu à la prison de Bubanza. Le tribunal de grande instance de Bubanza et la cour d'appel de Nahangwa les ont condamnés à un emprisonnement de 2 ans et demi ainsi qu'au paiement d'une amende d'1 million chacun. Christine Kamikazi, Agnès Ndirubusa, Terence Mozenzi et Egide Harelimana ont été arrêtés dans la commune Musigati de la province Bubanza alors qu'ils s'y rendaient pour enquêter sur les combats qui opposaient ce jour-là les forces régulières et les rebelles. Ces journalistes ont été condamnés pour tentative impossible de complicité à l'atteinte de la sécurité intérieure de l'État. Des associations des défenseurs des droits humains nationales et internationales ne cessent de plaider pour la libération de ces journalistes qui, selon elles, ne sont victimes que de leur métier. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. Parlons à présent politique pour parler d'élections ce vendredi des membres des bureaux communaux dans tout le pays. Partout, ces élections se sont bien déroulées, sauf en commune Mugina de la province Chibitoke, où il a été difficile d'élire les membres du bureau communal. Les détails avec Marie-Ange Ilakodze.
Tous les 27 membres du conseil communal de Mugina avaient répondu présents à ce rendez-vous électoral. Vers midi, ils avaient accompli leur devoir. Au poste de l'administrateur communal, il y avait une seule personne. Juliette Ndaihaya, membre du parti CNDD-FDD, est présentée sous la casquette de l'ethnie Tutsi. Alors que sur les 27 membres qui composent le conseil communal, le parti CNDD-FDD compte 17. Cette Mukenyera Rugamba n'aurait récolté que 10 voix pour et 17 voix contre. Selon des sources sur place, elle aurait même menti quant à son ethnie. C'était alors le tour de l'élection du président du conseil communal. Christophe Ndouayo, membre du parti CNL, a remporté avec 14 voix contre 13 de Gédéon Habyarimana, membre du parti CNDD-FDD. Le CNDD-FDD, qui voulait que sa candidate au poste de l'administrateur soit élue, coûte que coûte, a cherché à convaincre ses membres pour qu'ils acceptent finalement de voter pour la candidate qui avait été présentée. Les membres du CNDD-FDD qui étaient contre cette candidate ont été plutôt catégoriques. La représentation du CNDD-FDD au niveau provincial est intervenue et a invité ses membres dans un entretien à la permanence du parti communal en commune Mugina. Comme ces derniers ont continué à afficher de la réticence, et tous les 7 membres qui ne voulaient pas soutenir la candidature de Julienne Ndaihaya ont été sommés à céder leur procuration pour s'en aller. Le président de la CEPI est par la suite intervenu et a annulé les élections qui avaient eu lieu dans l'avant-midi. Vers 15h, les membres du parti CNL qui étaient contre la mesure ont boycotté les élections. Finalement, les élections se sont déroulées en présence de 10 membres du parti CNDD-FDD physiquement présents avec 17 procurations. Les élections se sont déroulées à huis clos puisque même les journalistes qui avaient assisté au premier tour ont été chassés de la salle puis malmenés par les Imbonerakure. Merci à toi Marie-Ange Ilakoudzi. Les informations qui nous sont parvenues font savoir que Julienne Ndaihaya a finalement été élue administrateur de la commune Mugina. Les membres du conseil communal issus du parti CNL indiquent que ces élections ont été émaillées de plusieurs irrégularités. Ils soulignent surtout que le quorum n'était pas atteint. Des associations débattoires du Burundi dénoncent le choix de leurs représentants dans le nouveau Parlement. Certains leaders de la communauté batkois parlent d'une cooptation qui viole les réglementations existantes. Ils accusent la CENI de violer sciemment ces réglementations pour privilégier des groupes proches du parti au pouvoir. Le point avec Innocent Valentin Singranga. Le député Vincent Sukunoba et la sénatrice Marie-Chantal Nshimirimana sont respectivement des représentants des autochtones burundais choisis par la CENI pour siéger à l'Assemblée nationale et au Sénat par cooptation. Certains leaders de la communauté batwa parlent d'une cooptation qui viole la loi en la matière. La réglementation est claire en ce qui concerne le choix des représentants des batwa par cooptation. Le règlement dit que la communauté batwa est représentée à l'Assemblée et au Sénat par les candidats membres des associations qui ont beaucoup de membres. Tenant compte de nos représentants, c'est très dommage de constater le choix de Marie-Chantal qui n'a même pas les 35 ans exigés par le règlement de la CENI. Certains leaders des 11 associations parmi les 12 de la communauté batwa qui ont déposé leur dossier à la Commission électorale nationale indépendante accusent cette dernière de violer sciemment la réglementation en vigueur pour privilégier des associations proches du parti au pouvoir. Une autre anomalie, on ne peut pas comprendre le choix par la CENI de 2 candidats d'une même association, UGDICO, alors qu'il y a plus d'une dizaine d'associations des Batwa. Cela prouve la même mise du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, qui a influencé l'élection des représentants que nous ne voulons pas. Ces leaders de la communauté batwa demandent à la CENI de revoir cette cooptation en suivant la réglementation en vigueur pour une meilleure représentativité de cette communauté. À ce propos, nous avons essayé de joindre Pierre Claver Kadzis, président de la CENI, mais il n'a pas décroché son portable.
Innocent Valentin Singilangabo, lutter contre la corruption, l'impunité, les malversations économiques ainsi que le recrutement sur base des compétences constituent les principaux critères transversaux qui permettront désormais d'évaluer le nouveau gouvernement du Burundi et ce dans tous les ministères, a indiqué ce vendredi Prosper Naogwamiye, porte-parole de ce gouvernement. C'était à la sortie de la retraite gouvernementale qui a duré 3 jours en province Ngozi. Suivi. L'objectif principal, c'était de s'imprégner, d'avoir une lecture commune des missions du gouvernement en général, mais chacun ministre devait s'approprier des missions spécifiques à son ministère. Alors, il a été question de faire le tour des missions en général du gouvernement pour donner une bonne orientation. Et puis, il était question de demander à chaque ministre, en partant de l'orientation générale des missions du gouvernement, voir ce qui lui ressort dans son ministère et surtout en dégageant les grandes priorités. Et puis après, il était complété par les autres ministres et collègues. C'est à partir de cela que chaque ministre, dans ce qui le concerne, va élaborer un plan d'action en faisant la priorité. Et puis, il faudra que chaque fonctionnaire ait un cahier de charges, des termes de référence de sa mission. C'est là où même le contrôle, le suivi, l'évaluation sera possible et facile à faire, rectifier à temps au moment où il le faut. Mais il y avait des thèmes, je dirais, qui ont été transversaux, notamment la lutte contre l'impunité, la lutte contre la corruption, et garder à l'esprit que c'est un gouvernement qui a une obligation de résultat. Il y aura une autre retraite dans 3 mois, ça sera cette fois-ci une retraite d'évaluation de ce qui a été décidé aujourd'hui. Et sans transition, parlons éducation, où l'octroi d'un certificat de réussite à l'élève Jean Chimilimana par le directeur du lycée communal de Kivoga en commune et province Rutana, en collaboration avec le directeur communal de l'enseignement, est une violation pure et simple de la loi. Propos de Laline Bidzi, l'une des défenseurs des droits des enseignants et des enfants. Elle interpelle les enseignants à prendre leurs responsabilités et à introduire un recours contre cette décision auprès du ministre ayant l'éducation dans ses attributions. Suivez plutôt Eulalie Niwitsi. Si je considère la décision du directeur de l'école de faire recours au directeur communal et au directeur provincial de l'enseignement pour changer le procès verbal de délibération et la décision du corps professoral, là c'est une violation pure et simple de la loi, une violation pure et simple du règlement scolaire parce que le conseil des professeurs est souverain. Il est souverain surtout quand il s'est appuyé sur la loi. Par conséquent, ces professeurs doivent prendre leurs responsabilités et introduire un recours contre cette décision. C'est pas le directeur provincial de l'enseignement ou le directeur communal ou même le directeur de l'école qui prend des décisions en rapport avec la réussite ou l'avancement de classe des élèves. C'est le corps professoral. Alors, conformément à la loi, qui fait respecter la décision du corps professoral, parce que c'est ce corps professoral qui éduque. Donc, s'ils ont lu en bonne et due forme le règlement scolaire, je demande que ces professeurs-là fassent recours. Mais dans le contexte actuel, on sait bien que le recours n'est pas toujours garanti et même pas sécurisé. Parce que ceux qui osent violer le règlement scolaire, c'est qu'ils s'appuient sur la puissance de l'administration, mais une puissance qui n'a aucune valeur puisque c'est une puissance qui est en dehors de la loi. Alors, ils doivent faire recours au ministre. Et je sais bien que dans cette province de Rutana, il y a eu plusieurs situations où les professeurs ont fait recours et le ministre a pris des décisions les années 2012-2013. Actuellement, que ces professeurs saisissent le ministre et que le ministre de l'Éducation prenne ses responsabilités pour faire respecter le corps professoral et la loi. Mais aussi, il y a 2 semaines, il y a des enseignants qui ont pris une décision conformément au règlement scolaire et ont refusé la réussite forcée de 2 élèves. Ils se sont conformés à la loi. Et dans cette situation, l'administration scolaire et l'inspection ont pris leurs responsabilités, qu'ils utilisent le même règlement. Le règlement qui a été élu pour décider de la non-réussite de 2 élèves au lycée du lac Tanganyika, ça doit être la même lecture qui doit se faire en province de Rutana. Je vous le disais en titre, l'ancien facilitateur des Burundais est décédé ce jeudi à l'âge de 81 ans. William Benjamin Mkapa a joué un rôle important dans le processus de réconciliation des Burundais depuis des dizaines d'années. Cela dit, la récente mission de l'ancien président tanzanien sur le Burundi a connu des hauts et des bas. Émile Nivasomba. This is an important meeting on the Burundi crisis.
William Benjamin Mkapa se lamentait contre le manque d'engagement du gouvernement du Burundi. C'était dans la salle de conférence d'Ngurdoto dans la ville d'Arusha en Tanzanie. Dans cette session tenue fin octobre 2018, seule l'opposition politique et la société civile burundaise avaient participé. Le facilitateur l'avait qualifié de dernière rencontre avant la remise du rapport final au chef d'État de la communauté est-africaine. William Benjamin Mkapa avait également déploré le manque de soutien suffisant de ses chefs d'État dans la résolution de la crise burundaise. Après la remise de son rapport final au sommet des chefs d'État en février 2019, les consultations étaient déjà complètement paralysées. Désigné facilitateur dans la crise burundaise le 2 mars 2016, déjà au mois de décembre de la même année, William Benjamin Mkapa a fait une déclaration qui lui a valu la rage de l'opposition. À Bujumbura, il a déclaré que ceux qui ne reconnaissaient pas Pierre Nkurunziza comme président de la République légitime avaient des problèmes mentaux. Usiku wa kuamkia leo mzee wetu mzee Benjamin William Mkapa, rais wa awamu ya tatu, amefariki. C'est ce vendredi à minuit, passé de plus de 20 minutes, que le président de la République unie de la Tanzanie, John Pombe Magufuli, a confirmé le décès de Benjamin William Mkapa, qui était admis à l'hôpital de Dar es Salaam. Cet ancien président de la Tanzanie de 1995 à 2005 a également participé dans la réconciliation des Burundais dans le passé. L'accord de paix d'Arusha de 2000 porte la signature de William Benjamin Mkapa, qui est décédé à l'âge de 81 ans. Émile Nibasumba, pour Domitien Ndayizeye, ancien président Burundi, William Mkapa a non seulement travaillé pour le développement de son pays, mais il s'est aussi illustré par son panafricanisme. Dans une conférence de presse animée ce vendredi, Domitien Ndayizeye a précisé que feu William Mkapa a beaucoup aidé dans les négociations des Burundais à Arusha. Suivi. En quelques mots, il faudrait qu'on se rappelle que le président Mkapa est venu en remplacement de l'ancien président Nyerere, qui était un panafricaniste reconnu. Nyerere est très reconnu pour être un fervent partisan de l'indépendance des pays de l'Afrique australe, vous le savez bien. Et je considère que le président Mkapa s'était inscrit dans la droite ligne de la vision du président Nyerere. Et c'est pour cela que, comme naguère le faisait le président Nyerere, le président Mkapa s'est beaucoup investi à stabiliser les pays qui l'entouraient, notamment le Burundi. Et c'est une des raisons pour lesquelles la Tanzanie a joué un grand rôle dans les différentes négociations qui ont été entamées par le Burundi vers sa stabilisation. Au vu de son engagement, je peux me permettre de dire aujourd'hui que le président William Mkapa, qui nous a beaucoup soutenus et aidés à parvenir à cet accord d'Arusha, à négocier le cessez-le-feu et l'intégration dans les institutions du parti CNDD-FDD, était guidé par le même esprit et non par des intérêts économiques comme on le voit à travers certains chefs d'État africains qui aujourd'hui se préoccupent moins des intérêts de leur pays, mais encore moins des intérêts des pays tiers. C'est pour vous dire qu'il avait cette préoccupation qui caractérise tout nationaliste et que le Burundi devrait être fier de cette personne. Bien entendu, cette époque, c'était la meilleure, bien sûr, pour lui, mais il a subi aussi des déboires, notamment avec son intervention à la crise de 2015, où il n'a pas pu bénéficier du soutien qu'il espérait, non seulement de la part des pays de l'East African Community et de la communauté internationale, notamment l'Union africaine.
Quant au parti MSD, il s'incline devant la mémoire de feu William Mkapa et présente ses condoléances au gouvernement tanzanien et à sa famille. Dans un communiqué sorti ce vendredi, le parti MSD tient à souligner que feu Mkapa, dans sa mission de facilitateur dans les pourparlers sur la crise politique engendrée par le troisième mandat du président Pierre Nkurunziza, a fait de son mieux pour trouver une solution à cette crise, même si le gouvernement burundais ne lui a pas facilité la tâche. Suivez Maître François Nyamoya, il est secrétaire général du parti MSD. Oui, nous avons, en cette triste circonstance, nous avons tenu à exprimer notre sympathie à sa famille, à son gouvernement et à son peuple. Nous, au MSD, on se souvient du travail colossal qu'a fait M. Mkapa, sa tentative de trouver une solution à la crise burundaise, même si au tout début de sa mission, et son attitude a paru incompréhensible pour beaucoup de Burundais, y compris nous-mêmes. Plus tard, et le MSD peut en témoigner, on a vu qu'il a mis tout en œuvre et qu'il s'est vraiment donné à fond pour trouver une solution à cette crise. Malheureusement, deux éléments, je dirais deux facteurs, n'ont pas permis qu'il puisse aboutir à sa mission. Le premier élément, c'est la mauvaise volonté du gouvernement du Burundi, sa mauvaise foi et sa mauvaise volonté qui a tout bloqué, qui n'est pas venu. Et deuxième élément, c'est qu'il n'a pas eu l'appui nécessaire des chefs d'État de la sous-région. D'ailleurs, lui-même l'a déploré. Et lui-même nous l'a dit. Nous avons tenu à l'exprimer aujourd'hui, à le rappeler, son rôle positif. Aujourd'hui, sans doute que le gouvernement du Burundi va réagir, mais le gouvernement burundais devrait avoir honte d'avoir d'une certaine manière humilié ce personnage en ne lui facilitant pas le travail. S'ils veulent avancer, ils devraient s'incliner sincèrement et se souvenir de l'humiliation qu'il lui aurait infligée. Et l'autre personnalité qui a réagi après ce décès, c'est le président de l'une des ailes du parti Frolina et en même temps un des politiques burundais ayant longtemps vécu en Tanzanie comme réfugié. Selon Joseph Karumba, en plus d'avoir beaucoup aidé dans les pourparlers inter-burundais, Benjamin William Mkapa a aussi facilité la vie aux réfugiés burundais qui se trouvaient sur le sol tanzanien sous ses mandats. Suivez. Pendant cette période qu'il a été au pouvoir, les réfugiés n'ont pas été troublés, n'ont pas rencontré de mauvaises choses. Ils ont vécu en Tanzanie comme des frères aux Tanzaniens, sans aucun problème. Il n'y avait pas des emprisonnements ni des morts qu'on aurait à amener comme des rapports. C'est que les Tanzaniens et les Burundais habitaient ensemble et partageaient tout comme des frères d'une même nation. Nous avons connu Mkapa lors des négociations d'Arusha qui avaient été initiées par l'ancien président Julius Kambarage Nyerere depuis les années 1998 qui ont pris fin les années 2000. Mais Mkapa était là pour accompagner et superviser et recevait le rapport que le président Nyerere lui fournissait après les négociations d'Arusha. Lui, en tant que président Nyerere, il est mort. Ainsi, Mkapa ne s'est pas épargné pour toujours donner des conseils aux différents leaders après avoir vécu l'expérience que le Burundi était toujours bousculé par une mauvaise gestion politique. C'était pour la première fois, nous avons observé Mkapa qui s'est présenté avec les autres lors des élections de 2005. Enfin, c'était un homme symbolique parce que les initiatives des accords de paix d'Arusha avaient été initiées depuis la Tanzanie. Hors de nos frontières, le gouvernement tanzanien continue à prendre des mesures contraignantes pour forcer les réfugiés burundais à se rapatrier. Pour arriver à cette fin, ils font recours à l'intimidation. Les plus visés aujourd'hui sont les commerçants qui ne cessent de recevoir des menaces par téléphone. Le point avec Walter Kwizera. Les appels téléphoniques que reçoivent les commerçants du camp d'Ondota proviennent du chef de police de ce camp ou encore des responsables des réfugiés du même camp.
Il s'agit des appels d'intimidation pour convaincre ces commerçants de rentrer de gré au Burundi et à défaut de quoi ils rentreront de force. L'un de ces commerçants témoigne. Les autorités tanzaniennes sont en train de rapatrier les réfugiés par force. Les commerçants sont appelés régulièrement au téléphone par la police et les responsables du camp. Ils se servent de leur liste et leur demandent pourquoi ils ne rentrent pas au Burundi. Celui qui n'obtempère pas aux injections parmi ces commerçants, il lui est intimé l'ordre de se présenter au bureau de la représentation du gouvernement tanzanien dans le camp. Il est ainsi informé qu'il n'a plus le droit d'exercer aucune activité commerciale au camp. S'ils ne parviennent pas à bien capter le message, ces commerçants sont obligés à se rendre au bureau du représentant du gouvernement tanzanien. Ils y rencontrent le responsable du camp et reçoivent des menaces et intimidations comme quoi aucun réfugié n'est autorisé à pratiquer le commerce dans le camp, mais que le seul droit est celui de rentrer au Burundi. Selon toujours nos sources au camp d'Onduta, des réunions dirigées par le responsable du camp se tiennent souvent ces derniers jours. Le seul point à l'ordre du jour de ces réunions est la planification d'un rapatriement forcé. Signalons que la visite de Georges Simba Chawene, ministre de l'Intérieur de la Tanzanie, qui était prévue lundi prochain au camp d'Onduta, a été annulée suite au décès de l'ancien président de ce pays, Benjamin William Mkapa. Walter Kwizera de la Tanzanie cap sur la République démocratique du Congo où les Burundais réfugiés dans différents camps du dit pays alertent. Et pour cause, ils craignent de mourir de faim après la déclaration du PAM annonçant la reprise de leur ravitaillement à la fin du mois d'août. Ces Burundais demandent au gouvernement congolais qui les héberge de leur venir en aide avant qu'il ne soit tard. Rachel Kagissier, reportage. Certains des réfugiés burundais du camp d'Oluseenda ont déjà reçu des téléphones mobiles du PAM. Pour le moment, ils préfèrent les vendre pour avoir de quoi manger au lieu de les garder et mourir de faim. Il y en a qui les vendent parce qu'ils ne peuvent pas garder ces téléphones alors qu'ils peuvent les vendre et avoir 10 000 francs pour acheter de quoi manger pour une nuit. Quelque chose de valeur ne vaut rien à un affamé. Ces réfugiés sont à bout d'espoir et craignent un retard de l'approvisionnement du PAM vu l'absence du réseau téléphonique pour percevoir l'argent de la ration alimentaire. Même l'antenne installée ne fournit pas de réseau aux réfugiés. Tout cela montre qu'il y a nécessité d'autres travaux qui risquent de retarder la perception de la ration alimentaire. Ces réfugiés demandent une assistance dans les meilleurs délais vu l'insécurité qui règne autour du camp et qu'ils ne peuvent pas sortir du camp pour chercher du travail suite aux mesures pour lutter contre le coronavirus. Merci à toi Rachel Kagissier. Et voilà, amis fidèles de la RPA, c'est sur ce reportage que nous mettons fin à ce magazine Humura Burundi de ce vendredi 24 juillet 2020. Merci à vous tous qui nous avez tenu compagnie. Merci à toute l'équipe rédactionnelle qui m'a aidé à collecter toutes ces informations. Merci également à Fabrice Ndimurukundo et à Aimé Steve Niungeko qui étaient de l'autre côté de la cabine technique. À la présentation, vous étiez avec Josiane Muzaneza. Excellente soirée chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine campant pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.